Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 15e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver. Ah bah oui, hein. On espère que votre confinement se passe bien parce que ne nous mentons pas, je pense que vous êtes à peu près tous confinés aujourd'hui. Ou alors vous travaillez et auquel cas un très grand bravo et surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et en règle générale prenez soin de vous et prenez soin des autres. Cette semaine, le thème de notre épisode est relations à distance, relations au pluriel bien entendu. Ça va se terminer en It's Complicated, comme sur Facebook. Eh ouais. Alors on commence avec la rubrique Actu qui est un petit peu pauvre en ce moment. Enfin, tout est relatif, mais disons que ça fait un peu... Déjà, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait un peu l'impression de tourner en rond. Aujourd'hui, on tourne toujours en rond, les chiffres continuent d'augmenter, on pense très fort à nos amis italiens et espagnols qui sont, je pense, au pire moment pour eux de l'épidémie, à tous les pays aussi où ça commence à se développer. On signalera peut-être des initiatives qui existent, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, notamment de la part d'une forme de coordination européenne, des initiatives en matière économique. Max, tu veux nous parler des Corona-Bonds ? Oui, effectivement. Alors, vous vous souvenez peut-être que assez rapidement, les chefs d'État et de gouvernement avaient mesuré l'ampleur de la récession économique qui s'annonce pour l'Union européenne et qu'ils avaient voulu prendre des mesures très fortes. Et c'est dans ce contexte que dès le 18 mars, la Banque centrale européenne avait lancé un programme de 750 milliards d'euros pour soutenir les États face à la crise, qui est un programme d'une ampleur jamais vue. Et l'idée, c'était de pouvoir racheter la dette des États et des entreprises de la zone euro pour garantir leur crédibilité auprès des banques et des marchés. Après ça, il y a eu tout un travail de préparation d'un nouveau Conseil européen qui s'est tenu jeudi dernier pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fait pour continuer à soutenir la zone euro. Et cette idée des Corona-bonds ou des eurobonds avait été proposée par 9 pays européens, dont la France. L'idée, c'était de créer un titre de dette mutualisé de la zone euro pour disposer de fonds importants pour tenir le choc économique face à l'épidémie de Covid-19. L'idée était donc de favoriser la reprise de la croissance avec de l'argent garanti par un fonds européen commun. Cette idée des eurobonds n'est pas une idée nouvelle, puisque ça avait déjà été évoqué dès 2011 lors de la crise de la dette grecque, mais finalement on n'avait jamais vu le jour, notamment en raison de réticences des pays un peu plus conservateurs. Jusqu'ici, chaque pays émet sa dette publique de son côté, avec son taux, en gros, qui dépend de la santé financière du pays, qui lui permet d'avoir des conditions plus ou moins bonnes. Et donc la capacité d'emprunt est plus ou moins élevée. Par exemple, l'Allemagne emprunte à taux négatif comme la France, alors qu'en Italie, c'est un peu plus, ils payent plus cher. Et donc cette idée a été proposée par 9 pays européens, elle a été discutée lors du récent Conseil européen, et malheureusement, il y a 2 pays qui ont dit non, l'Allemagne, 4 pays, pardon, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. C'est encore en discussion, enfin ils continuent à discuter, mais il est clair que l'opposition de ces pays qui voient d'un mauvais œil en fait c'est cette mutualisation des dettes, parce que notamment en fait les Allemands par exemple ont toujours eu une approche assez responsable de la dette en essayant de la minimiser en pourcentage de leur PIB, alors que d'autres pays ont une dette qui explose, et donc le fait de mutualiser la dette, ils ne le voient pas comme une bonne manière.
Voilà ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue économique. Et peut-être pour continuer, on peut parler de la coordination au niveau de la santé au niveau européen et notamment du fait que l'Union européenne va acheter pour un certain nombre d'États membres, je crois qu'on est à 25 ou 26, des équipements médicaux qu'elle financera à 90%. L'idée étant de soutenir les États face aux pénuries et aux tensions sur un certain nombre de matériaux médicaux cruciaux, notamment les respirateurs. Et c'est vrai qu'on sait que si on achète en nombre élevé, on a une force de frappe plus élevée vis-à-vis du secteur privé. Et donc, c'est un geste de soutien qui est tout à fait apprécié. Moi, je voudrais revenir rapidement sur les nouveautés géopolitiques que cette crise, enfin en tout cas les changements géopolitiques que cette crise met un peu à jour. C'est pas forcément des choses qui sont tout à fait neuves, mais c'est des choses que la crise met à nu. On a beaucoup entendu, on a beaucoup lu sur les réseaux sociaux qui sont une espèce de catalyseur gigantesque de tout et surtout de n'importe quoi en ce moment. Le fait qu'en Italie, il y avait l'Union européenne et les pays de l'Union européenne n'avaient absolument pas aidé les Italiens et que par contre ils avaient reçu l'aide généreuse et gracieuse de la Chine, la Russie et de Cuba notamment. Alors je voudrais remettre un peu dans le contexte. Si vous voulez des sources, on mettra des sources sur Twitter pour redire qu'effectivement la Russie a envoyé 9 avions avec notamment à leur bord du matériel médical qui malheureusement pour 80% du fameux matériel n'est pas adapté à ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Elle a aussi envoyé des médecins, une petite partie de médecins et une grande partie d'agents dont on ne sait pas tellement quel est leur rôle, mais qui sont notamment épidémiologistes. La Chine, quant à elle, a envoyé plusieurs millions de masques gracieusement, effectivement, en Italie. Ils ont aussi envoyé en Espagne un certain nombre de tests achetés par l'Espagne, de tests Covid, qui se sont avérés n'être fiables qu'à 30%. Donc c'est des aides qui sont évidemment les bienvenues, mais qui ne sont pas forcément les plus efficaces. Et puis les médecins que Cuba a envoyés ne les a pas envoyés gracieusement. C'est une demande qui a été faite par l'Italie à Cuba d'envoyer ces médecins, puisque Cuba est réputé pour avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde. Je ne l'ai pas testé, mais c'est quelque chose qui est assez connu et assez reconnu, je crois. Donc on en est là. Par contre, on parle assez peu de la solidarité européenne, donc on parle assez peu du fait qu'il y a pas mal de pays européens, dont l'Allemagne et la France, qui ont envoyé en Chine, dès le mois de janvier, des équipements et de l'aide, notamment du matériel, des masques. 52 tonnes, hein. L'Union européenne a envoyé 52 tonnes de matériel à la Chine. L'Allemagne a envoyé près d'1 million de masques de protection à l'Italie. La France en a envoyé déjà 1 million, plus des combinaisons de protection. La France et l'Allemagne ensemble ont donc envoyé plus de masques jusqu'à maintenant que la Chine. Pourtant, ce ne sont pas des pays qui ont une production monstrueuse de ces masques par semaine. On sait qu'en France, on peut produire 8 millions de masques aujourd'hui par semaine sur le territoire français pour un besoin qui est évalué à 40 millions. Donc c'est des dons qui peuvent paraître minimes, mais qui correspondent quand même à un besoin, qui répondent quand même à un besoin en Italie et qui peuvent aussi créer un manque ou une tension dans les pays qui les envoient. Il y a aussi toute une partie d'échange de patients, entre guillemets. La France en a beaucoup bénéficié, l'Italie en bénéficie aussi. L'Italie a pu envoyer des patients au début de la crise. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, l'Allemagne a accueilli, je crois, en tout 80 patients qui viennent de France et d'Italie dans différents hôpitaux. Le Luxembourg accueille des patients. Il y a un hélicoptère qui hier a emmené en Suisse, à l'hôpital cantonal de Genève, 3 patients de Mulhouse. Voilà, il y a quand même des échanges, il y a quand même une forme de solidarité. Je pense que on reprochera beaucoup de choses au gouvernement, l'impréparation, voilà, il y aura le temps de tirer les conclusions de tout ce qui s'est passé. Je ne crois pas avoir entendu dire aujourd'hui
qu'il y ait de gouvernements qui étaient vraiment préparés à gérer ce type de crise. Voilà. Malheureusement, l'être humain est un être empirique, et donc en étant mis face à un problème que l'être humain et que les gouvernements vont prendre, on espère, tirer les leçons de ce qui se passe. Et peut-être aussi pour dire que l'idée que ce soit à titre national ou à titre européen, c'est bien qu'on aide ceux qui se retrouvent dans les situations les plus critiques, parce que la vague est au plus haut de la crête, et donc il faut aider les capacités hospitalières à être en mesure de prendre en charge les nouveaux patients. Et donc c'est ce qui se passe quand des malades sont envoyés en France du Grand Est vers l'Aquitaine ou vers Angers, par exemple. Et l'idée, c'est bien que lorsque la vague sera passée et que les services hospitaliers seront moins débordés, ils pourront aussi rendre l'appareil, soit en prêtant du matériel, soit en accueillant des malades d'autres régions qui sont plus touchées. Et je souhaiterais aussi saluer le fait que l'Allemagne, c'est ce que Édouard Philippe a annoncé hier, on enregistre d'ailleurs dimanche, juste avant la diffusion du podcast, a annoncé qu'ils avaient envoyé des respirateurs en France. Et donc c'est aussi ça la solidarité, puisqu'il y a moins de cas en Allemagne. Voilà pour cette rubrique Actu, dense finalement, mais un peu monosujet. On va passer maintenant sur notre rubrique vie de couple. On va essayer d'être un peu moins monosujet, encore que forcément pas mal de choses qui vont tourner autour du confinement, mais... Et oui, parce qu'on est confiné, et même double confiné, pour ceux qui verront la référence. Alors, si la moitié de la planète est en confinement, nous aussi, on est en confinement. Ça ne nous empêche pas de continuer à vivre notre vie et même à changer un petit peu certaines habitudes ou à découvrir de nouvelles habitudes. Et pour commencer, je voudrais mentionner les apéros à distance, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert au cours de ces 15 derniers jours. Et il faut dire que ça nous a un petit peu changé, parce que c'est vrai que, comme on vous l'avait dit la dernière fois, on a commencé le confinement un petit peu plus tôt que les autres. Et depuis que tout le monde est en confinement, en fait, les apéros en visio ont explosé. Et ces derniers jours, c'était même presque difficile d'arriver à savoir quand calait une nouvelle date d'apéro, parce que finalement, à la fois de notre côté et puis du côté de ceux qui les proposaient, les agendas étaient déjà bien remplis. Fort chargé. Les confines apéros, ça a un succès monstrueux. Alors, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore, c'est de se retrouver avec des amis ou une bande d'amis et d'utiliser les systèmes qui sont à notre disposition, un certain nombre d'applications, que ce soit du Facebook Messenger, WhatsApp, si le nombre de personnes est limité à 4, Skype, ou encore on a utilisé récemment Zoom, qui est une application américaine, enfin un site américain, qui est utilisé aussi à titre professionnel par un certain nombre de personnes. L'idée, c'est que chacun vient avec son apéro, puisque naturellement, on ne peut pas partager les courses, et on profite de passer un bon moment. Il faut un petit peu s'organiser pour faire passer la parole et éviter qu'on ne parle tous en même temps, surtout si on est nombreux. De notre côté, on a aussi utilisé la technique de l'oreiller, qui permet que celui qui a l'oreiller parle, et du coup ça fait un petit peu, ça permet d'organiser un petit peu le confine-apéro. Et au-delà de cette question de la gestion des agendas, il y a aussi la question de comment on évite de prendre des kilos et de devenir alcoolo si on fait des apéros tous les soirs. Et
et voilà, parce que c'est quand même une vraie question. Et du coup, il faut avoir le frigo qui suit derrière et que le frigo soit suffisamment rempli pour assurer tous ces apéros. Bon, on essaie aussi de varier, de ne pas faire que des apéros à l'alcool, même si on a une cave qui peut suivre. Parce que derrière, c'est nos foies qui ne vont pas suivre et je crois que c'est pas le moment d'aller encombrer les hôpitaux avec une crise de foie. J'aurais un peu la honte quand même. Exactement. Mais en tout cas, pour nous qui habitons un petit peu loin de nos amis, de nos familles, c'est peut-être une habitude qu'on pourra garder, et même quand le confinement sera terminé, parce que c'est quand même sympa de pouvoir aussi passer un moment convivial une fois de temps en temps avec, avec nos familles, nos amis. Donc en tout cas, moi je me le note, et je me dis que on pourra quand même peut-être remettre ça régulièrement à distance. Alors peut-être du coup on peut aborder maintenant la question des sorties, parce que ce confinement n'est pas complètement total, il faut bien s'approvisionner et s'oxygéner de temps en temps. Guillaume, tu veux en parler ? Oui, on a quand même mis un point d'honneur, nous, à sortir le moins possible. On limite, on va une fois par semaine chercher du pain, une fois par semaine chercher des légumes frais, et puis on sort une fois par semaine, quand il y en a besoin, on va au supermarché pour faire remplir le frigo avec déjà avec ce qu'on trouve sur place, puisque la pénurie de papier toilette n'est toujours pas terminée. Dieu merci, on n'est pas en rade, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout en rade. Enfin, je pense qu'ils ont de quoi tenir un confinement de plusieurs mois, voire un siège de plusieurs années en papier toilette chez eux. C'est pas possible. Je vois pas comment c'est possible autrement. Il y a peut-être des diarrhées. Le gruyère râpé aussi. Les gens sont précipités sur le gruyère râpé, c'est terrible. Et les œufs. Et les œufs. Mais bon, ça, oui, un peu moins. Enfin, il y a toujours des problèmes j'ai toujours eu des problèmes de. Bref, ça c'est pour les sorties alimentaires. Et puis en Belgique, on a la chance d'avoir des instructions qui sont strictes, mais un peu moins qu'en France. On n'a pas cette distance d'1 kilomètre. Je pense qu'en France, il y a eu beaucoup d'abus et que malheureusement, il a fallu en venir là. On n'a pas encore en Belgique parce que les gens peut-être sont un peu plus respectueux, que le gouvernement en tout cas prend les choses de façon un peu différente. La restriction de kilométrique, après il ne faut pas se retrouver à 60 km de chez soi, ça n'a pas de sens, mais on peut faire 1 heure de vélo autour de chez soi sans trop de problèmes, à condition de respecter les distanciations. C'est même fortement recommandé par la ministre de la Santé faire du sport. De faire du sport. Effectivement, et du coup, on a pris en gros 1 fois par semaine l'habitude de faire un bon tour de vélo pour s'aérer, et ça fait du bien. C'est vrai que du coup, on ne sort pas, enfin il y a des jours où on ne sort pas, puisqu'on limite vraiment ça peut-être à 2 fois par semaine, le fait de sortir pour prendre l'air. Mais ça fait du bien. Et hier, par exemple, on a fait un bon tour d'un peu plus d'une heure à peu près, un peu plus, qui nous a permis de faire 22 km de vélo à peu près. Et c'était très agréable. Donc en ces périodes de confinement, le télétravail continue de notre côté, et ça se passe plutôt bien. On a la chance de pouvoir télétravailler chacun à notre étage. Exactement, et ça c'est important, en tout cas pour moi. Ça nous permet aussi d'avoir notre espace. Voilà, et on est plutôt bien équipé aussi avec les outils qu'on utilise au travail pour pouvoir travailler à distance, donc ça c'est plutôt chouette. Alors peut-être à mentionner aussi dans les 2 dernières semaines, notre anniversaire de mariage civil qu'on a fêté avec nos témoins autour d'un confine apéro, et ça c'était super chouette pour nos 3 ans de mariage civil. Et puis mon anniversaire, mes 34 ans, qu'on a fêté tous les 2. Eh oui. Mais bon. On apprend à faire les choses différemment, on fait plus simple, on se dit qu'on remet un peu plus tard quelque chose un peu plus chambé, et en même temps c'est sympa pour le coup on teste la vie à 2 dans tout ce qui est là de plus confiné. Je crois qu'on peut le dire. Pour le coup, autant les relations avec les autres sont assez virtuelles, autant la vie à 2, elle est vraiment réelle. Et pour jusqu'à maintenant, on le vit plutôt bien. On a eu une engueulade un peu sérieuse, une boudade, on va dire,
Oui, sérieux. Ça part toujours d'un truc pas forcément très, très... Mais bon, voilà, on a des façons de voir les choses différentes, on a des façons d'appréhender les choses différentes, on a des moments où on est plus réceptif à certaines choses qu'à d'autres, et puis des moments où c'est le contraire. Et oui, voilà, mais ça c'est finalement la vie à deux, hein, de toutes les manières. Peut-être signaler également que dans ces périodes de confinement, il y a des jolis gestes de solidarité qui se mettent en place. Aussi des gens qui pensent à prendre peut-être des nouvelles un peu plus régulièrement de personnes qui sont isolées ou qui voilà, mettent un peu de leur temps ou de ce qu'ils ont à disposition d'autres personnes. Voilà, on en entend peut-être moins parler qu'un certain nombre de scandales ou de critiques, mais c'est aussi important de pouvoir en parler. Et voilà, on pense naturellement à tous ceux qui sont au front dans les services de santé, mais aussi à tous ceux qui sont malades ou qui subissent l'isolement, peut-être encore plus que d'habitude. Voilà, petite pensée pour eux aussi. Rubrique culture aujourd'hui. Alors évidemment, la culture en période de confinement, c'est pas forcément facile. On vous a pourtant présenté il y a 2 semaines les initiatives qui commençaient à poindre en matière de musique classique et particulièrement d'opéra, avec énormément d'opéras en libre accès sur Internet. La liste s'est encore agrandie. Je vous laisserai taper dans Google les opéras en ligne. Je ne saurais que vous conseiller, si vous êtes fan de musique classique, d'aller sur le site Culture Box, qui est un site de France Télévisions, ou sur le site d'Opéra Vision, qui est un réseau européen. J'en ai déjà parlé, mais voilà, il y a de plus en plus de choses dessus. Il y a eu d'autres opéras mis en ligne. Et cette fois-ci, moi, je voudrais vous parler des musées, puisqu'en fait, il y a une fonctionnalité qui n'a pas été créée pour cette crise du coronavirus, mais qui existait bien souvent déjà avant, de visite des musées en ligne. Comment visiter un musée en ne quittant pas son écran. C'est pas ce que je recommande, évidemment, parce que c'est pas la même sensation, mais voilà, ça permet aussi de rendre ces musées accessibles. On a parmi ces musées le château de Versailles en France, qui est visitable quasi en intégralité. Le très beau musée Reine-Sophie à Madrid, la Alte National Gallery de Berlin, le musée Van Gogh d'Amsterdam, la National Gallery de Londres, le musée Van Gogh, le très beau musée Van Gogh d'Amsterdam, et puis le Met de New York. Alors là, vous avez... c'est un musée qui est monstrueux, qui est gigantesque, tout comme le Louvre qui d'ailleurs est lui aussi accessible. Voilà, c'est une façon un peu différente de s'occuper, mais ça peut être une façon intéressante, notamment pour les enfants, de leur montrer, voilà, dans ce musée, d'aller visiter un musée via l'écran. C'est une façon ludique. Il ne faut pas multiplier les écrans non plus, on en a bien conscience, mais de les sortir virtuellement de la maison et de leur montrer ce qui existe. Et puis ça peut être aussi une façon de dire, voilà, on regarde ce musée virtuellement, et puis un jour je t'y remets et on ira voir en vrai, tu me diras quelles œuvres tu veux aller voir. Ça peut être aussi une façon d'établir une communication avec les enfants et de les projeter dans le futur quand nous pourrons ressortir, n'est-ce pas, puisque je pense que c'est important aussi psychologiquement pour eux de se projeter dans un futur où ça revient, où les choses reviennent plus ou moins à la normale. Voilà, dans cette rubrique tech, je voulais aborder le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités criminelles et cybercriminelles qui ont lieu dans cette période un petit peu particulière. Et Europol a récemment publié un certain nombre de documents là-dessus, avec une activité criminelle qui s'est déplacée sur le web,
puisque la vie réelle est très limitée en termes de prise. Et donc avec une accélération du nombre de cyberattaques contre les organisations et les individus, et également, puisqu'il y a généralisation du télétravail, les connexions à domicile, qui sont souvent moins sécurisées que celles des entreprises, ont également été particulièrement attaquées. Naturellement, il y a eu beaucoup de tentatives de phishing, c'est-à-dire des emails avec des liens sur lesquels, si on clique, en fait, on ouvre la porte aux cybercriminels. Et puis également des tentatives d'attaque sur des sites qui récupèrent les données de cartes bancaires. Voilà, donc ce qu'on diffusera sur le compte Twitter de Tranche de Couple, c'est des recommandations d'Europol sur à la fois comment sécuriser votre connexion chez vous pour vous assurer que vous ne soyez pas attaqué, des conseils de sécurité sur les achats sur Internet, parce qu'en ces temps particuliers de prominence des cyberattaques, il y a aussi beaucoup de faux sites ou alors des offres qui paraissent trop belles pour être vraies et qui en fait le sont vraiment. Et puis naturellement, il y a aussi beaucoup de tentatives de désinformation. Guillaume en a un petit peu parlé dans les jeux géopolitiques. Et donc il faut faire attention quand on relaye des informations, que ce soit bien des informations fiables. Et naturellement, la cybersécurité pour les enfants, c'est aussi important puisque énormément de jeux aujourd'hui sont connectés. Et donc il y a quelques recommandations également pour les enfants. Voilà, donc faites attention, il y a aussi des arnaques visiblement de certaines, alors physiques cette fois-ci, avec certaines personnes qui se font passer pour des policiers et qui vous demandent de régler l'amende immédiatement, alors que donc le Trésor public a rappelé que les amendes étaient toujours à payer a posteriori. Voilà pour la première partie de cette rubrique geek, et Guillaume, je crois, tech, pardon, et Guillaume voulait compléter avec un deuxième sujet. Moi, je voulais rajouter un sujet avgeek. Qu'est-ce qu'un avgeek ? C'est un peu un geek, un fanat d'aviation, c'est un peu moi. C'est une de mes passions. Et aujourd'hui, petit sujet avgeek un peu triste, toujours lié à la crise actuelle, c'est que deux compagnies aériennes, la compagnie irlandaise KLM et la compagnie australienne Qantas, ont décidé, face à la crise et au fait que, en fait, comme beaucoup de compagnies aériennes, les 3/4, voire plus de leur flotte sont maintenant au sol, à cause de la chute de la demande et surtout des fermetures de frontières, de mettre à la retraite de façon anticipée leur Boeing 747, Queen of the Sky, la reine du ciel. Le Boeing 747, c'est cet avion iconique à 2 étages. C'est le premier avion à 2 étages qui, depuis, a eu un grand frère ou une grande sœur la machine de la 380. Et voilà, ce sont des avions qui deviennent de plus en plus rares dans le ciel parce que, pour plein de raisons stratégiques, c'est des avions qui sont assez anciens maintenant, donc qui consomment énormément. Et puis, voilà, c'est des avions qu'on ne voyait déjà plus beaucoup et qu'avec ces deux compagnies qui étaient parmi les principaux exploitants qui vont cesser son exploitation parfois pour le cas de KLM, 1 an en avance. Voilà, c'est une perte dans le ciel pour tous les plane spotters, les photographes amateurs ou professionnels d'avions qu'on retrouve souvent en bout de piste. C'est un peu un pincement au cœur, mais c'est aussi une nouvelle ère avec de nouveaux avions plus économes en carburant notamment et plus confortables pour le passager qui arrive. Et pour les plane spotters, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'avions à spotter justement dans le ciel, puisque au moment où on vous parle, de manière tout à fait étonnante, il n'y a aucun avion dans le ciel au-dessus de Bruxelles, ce qui n'arrive jamais en temps normal. Ouais, c'est vrai que là c'est mort, hein. Putain. Voilà, on voit. Max, on va vous prendre une impression de l'écran et on vous enverra. On vous enverra ça sur Twitter. Il y a plus.
Plus rien dans le ciel. Enfin, voilà. Impressionnant. Voilà, la photo est prise. C'est impressionnant. Voilà. Écoutez, on arrive maintenant déjà à la fin de cet épisode. On était ravis de passer ce petit moment avec vous et on espère que cet épisode centré malheureusement sur le confinement, qui est aussi votre quotidien, aura néanmoins été distrayant. On vous retrouve bien sûr, comme à chaque fois, les 1er et 3e lundis du mois. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Et merci encore d'être aussi nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous écrire par email, tranchedecouple@gmail.com, avec un 2 au milieu, le chiffre, ou sur Twitter, @tranchedecouple, toujours au singulier et avec le chiffre 2. Et on vous retrouve très vite Pour de nouvelles tranches vitaminées.